Alors, simplement, le ministre de l'époque, Vincent Peillon, ne savait pas quoi faire. Bon. Alors, je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop compliqué, mais par des cheminements parlementaires un peu complexes, des pressions et exercées, etc., auxquels j'ai participé, au moins nous sommes arrivés à ça, c'est-à-dire au fait que dans la loi d'orientation de programmation de l'école de la République de 2013, qu'on a pu introduire donc dans l'article d'ouverture du Code de l'éducation, que le système éducatif, le service public d'éducation exactement, reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Donc, autrement dit, l'éducabilité cognitive, tous les élèves peuvent progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans distinction d'origine, de milieu social et de conditions de santé. Et surtout, cette phrase, il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Donc, c'était une petite victoire, c'est-à-dire d'avoir inscrit le terme mixité dans la loi de programmation de l'école. Alors, tout commence un petit peu par là, mais ce n'est pas une condition suffisante. Alors, ensuite, il y a eu tout un travail législatif. Alors, bon, je précise que moi, j'avais été associé à ces travaux ministériels pour essayer de définir les contours de cette politique de mixité sociale, puisque personne ne savait où on allait. Alors, il y a eu donc cet article du Code de l'éducation, un décret, une circulaire, et pour aller vite, c'est un sujet sensible, ce que je veux dire, mais j'aurai pas le temps de développer. Déjà, je trouve que mon intro est trop longue, mais en France, pour schématiser, en 2004, on a transféré la compétence de la sectorisation des rectorats et des inspections académiques vers les conseils départementaux, à l'époque conseils généraux. Bon, c'est une politique qui était passée inaperçue parce que d'abord c'était inclus dans une grande loi de modernisation de l'État, enfin je crois un truc comme ça, et en fait les objectifs étaient plutôt d'ordre, comment dire, liés au bâti scolaire. Au bâti scolaire. Et donc, à l'époque, les textes, ça faisait à peine 10 lignes, ce transfert de compétences. C'était comme les conseils départementaux construisent les collèges, voire les agrandissent, etc., ou les ferment. Bon, bien, il est bon qu'ils puissent participer de la construction de la sectorisation pour simplement faire des prévisions d'effectifs. Alors, dans les textes de 2004, le mot mixité sociale n'apparaissait pas. C'était le mot les conseils départementaux devront veiller à un équilibre social entre les établissements scolaires. Alors tout ça sans indicateurs statistiques, sans outils, sans rien, etc. 2004. Et puis quand on a commencé à travailler au ministère sur cette politique de mixité sociale, ça a duré pas mal de temps, ça a duré quand même presque un an pour aboutir à la circulaire. Un haut fonctionnaire, à un moment donné, a dit « Oula, mais il y a un truc, en fait, c'est que la sectorisation, c'est pas nous, c'est les conseils départementaux. Donc, nous, on n'est quasiment pas concernés. » Voilà. Ce qui était... moi, j'ai trouvé ça relativement choquant. Donc, l'État s'est dit « On va faire de la mixité sociale une politique décentralisée. » Une politique décentralisée. Alors, c'était choquant à double titre. C'était choquant parce que l'État conserve quand même en France la capacité, enfin la politique d'affectation dans les établissements. Il gère les dérogations. Bon, il s'occupe, entre parenthèses, aussi de financer l'enseignement privé. Donc, on ne peut pas dire qu'il est hors jeu. Il s'occupe aussi des moyens d'enseignement. Mais surtout, lorsque la question de la décentralisation a été évoquée, là où il y avait un loup, j'ai pas prévu de parler de ça, mais bon, où il y avait un loup, c'est que dans la Constitution, les collectivités territoriales ont une libre administration. Et donc, soi-disant, l'État ne peut pas leur imposer de politique publique, ce qui n'est pas tout à fait juste, etc. Mais sur ce registre-là, les hauts fonctionnaires y sont allés à fond en disant on ne fera qu'une politique qui est volontariste. C'est-à-dire avec des départements volontaires, on ne leur imposera rien. Et donc l'idée, c'était de faire un appel à candidature, en quelque sorte, à participer à cette politique de mixité sociale. Donc on n'avait ni de protocole, ni de cadre contraignant,
et on passait, je dirais, on contournait l'éducation nationale pour passer par la collectivité territoriale, qui, certes, la compétence de sectorisation est importante, mais tout ne peut pas se résumer à ça. Et quid de l'éducation nationale et quid des relations entre les collectivités territoriales et les responsables locaux de l'éducation nationale. Alors, comment nous avons procédé? Et puis après, je vais venir à Toulouse. Alors, il s'est monté tout un truc un peu particulier. Donc, il y a eu voilà, le mode expérimental, donc un appel au département volontaire, par voie de presse, voire par des coups de téléphone bilatéraux entre le ministère et certains conseils départementaux, et puis un dispositif d'accompagnement dirigé directement par le cabinet ministériel avec la Direction générale de l'évaluation scolaire, la DEP pour ce qui était des stats. Parce que là, par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment avancé sur les stats, sur des statistiques de la ségrégation. Parce qu'autrefois, on devait les fabriquer nous-mêmes comme chercheurs. Là, on avait tous les services à notre disposition pour faire de la géolocalisation, etc., etc. Et puis, un comité scientifique dont je faisais partie, dans lequel il y avait j'étais le seul sociologue, et les autres étaient des économistes férus d'algorithmes. De l'école d'économie de Paris, et il y avait même une économiste belge, entre parenthèses, qui nous vendait les algorithmes pratiqués en Belgique. Alors, bon, j'ai rien contre la Belgique, mais je me disais, bon, pourquoi ils n'ont pas été chercher un pays d'Europe du Nord? Enfin, qu'est-ce qui leur a pris de faire venir une... J'ai son PowerPoint, enfin, il est impressionnant, quoi. Enfin, vraiment, etc. Alors, elle nous parlait de politique de quotas, de politique de machin, de trucs, etc., etc. Enfin, on était dans un monde complètement... qui faisait peur, quoi, qui faisait peur. Bon. Et puis alors, il y a eu des débats quand même assez houleux dans ce comité scientifique, parce que en faisait partie aussi un collègue qui n'est pas là, mais qui aurait pu venir, qui s'appelle Étienne Buxbach, qui avait été nommé responsable du réseau Mixité pour le compte du Conseil national de l'évaluation du système scolaire, qui avait été fondé dans le cadre de la loi de 2013 et qui était une institution indépendante de l'éducation nationale. Bon, il était là plutôt, un peu en observateur, etc. Mais tous les deux, on s'est très très bien entendus et on s'est dit, il faut qu'on fasse bloc face aux économistes. Voilà. Parce que ce que voulaient en fait les économistes, donc voilà ce qu'on a fait, on a rédigé ce qu'on appelait un vade-mecum de la mixité sociale au collège, et on a rédigé donc ce qu'on appelait des scénarii. Et en fait, ce qui nous paraissait important dans ces scénarii, donc ce que maintenant les politistes appellent des boîtes à outils en fait de mixité sociale, c'était des solutions que les conseils départementaux pouvaient prendre en compte. Alors, je précise une chose, pourquoi il y avait un enjeu fort? Parce que du décret de 2014 n'était ressorti qu'une solution préconisée par l'État, qu'ils ont appelé les secteurs multicollèges. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir un secteur qui correspond, géographique, résidentiel, qui correspond à un collège, eh bien, un secteur correspond à 2 ou 3 collèges différents, et les familles vont hiérarchiser les collèges, et un algorithme magique d'affectation va affecter les élèves pour créer la mixité sociale partout. Donc ça, c'était ce que voulait l'État, parce que ça avait un côté moderne. En plus, bosser avec des économistes, c'est plus classe qu'avec des sociologues. Et puis ça avait un côté solution, un peu magique, quoi, un peu baguette magique. Et avec mon collègue Étienne, on s'est dit, mais il ne faut surtout pas faire ça. Ça va être une catastrophe, parce que ça n'était ni plus ni moins, vous l'avez compris, que d'officialiser une sorte de libre choix, quoi, de l'école. Voilà. D'ailleurs, dans la parenthèse, cette politique avait déjà été expérimentée en 1986 en France, et avait donné lieu à cet ouvrage que peut-être vous connaissez, de Robert Ballion, qui s'appelait « Les consommateurs d'école », qui était le premier livre un peu dans, on va dire que l'équivalent aurait été après les ouvrages de Nico Hirt ici en Belgique, et démontrer l'aspect libéral
de cette politique et le fait qu'en fait les familles populaires, elles ne rentraient pas dans le dispositif de choix parce qu'elles étaient dans une sorte de captivité résidentielle et en fait cette hiérarchisation des choix avait accru la ségrégation. Et alors on a un problème, je vous le dis, entre nous, j'en parle souvent parce que ça m'obsède, je ne sais pas si c'est pareil ici, mais dans nos politiques publiques en France, on n'a pas de mémoire. On n'a pas de mémoire, c'est-à-dire qu'on a fait des choses, il y a eu des rapports ministériels, des rapports de l'inspection générale qui ont été demandés en 86 sur cette politique, c'est hyper documenté. Moi, quand je suis arrivé au ministère, personne n'avait entendu parler de ça. Personne. Je dis, mais vous savez que ça s'est déjà fait, qu'on a tout arrêté parce que c'est... Ah bon, ça existait. Bon. On a une mémoire à 3 mois quoi, dans la gestion de l'éducation nationale, je ne parle même pas d'une année. Donc, dans ce... Vademecum, vous voyez qu'il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Alors, elles sont un peu hiérarchisées quand même. Hein. Bon, on a vraiment mis en avant la question de la sectorisation, exactement de la resectorisation, et de différentes formes de sectorisation, c'est-à-dire soit en proximité résidentielle ou soit sur des lignes de transport, par exemple. Hein, mais la sectorisation, ce n'est pas le libre choix de l'école, c'est une affectation qui est contrôlée avec des critères, je dirais, résidentiels pour obtenir une mixité sociale. L'idée, je vais vite là-dessus, c'est que la sectorisation qu'on a faite dans les années 63, la première sectorisation par le général de Gaulle, était une sectorisation très fonctionnelle, c'est-à-dire capacitaire, mais pas qualitative. Hein. Et donc l'idée, c'était de reprendre cet outil et de voir avec les données qu'on a en géographie sociale, etc., comment on peut se saisir de cet outil pour faire une sectorisation dont l'objectif est la mixité sociale. Alors, sont restés les secteurs multicollèges, etc., bon, j'en parlerai par la suite, des répartitions de cycles entre plusieurs établissements. Les élèves, par exemple, font le début du second degré dans un collège puis dans un autre, hein, ce qu'on appelait les montées alternées, l'alternance des affectations, des mises en réseau et éventuellement des fermetures ou ouvertures d'établissements. Alors, si je prends cette carte rapidement, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de communication politique à l'époque. Alors, bon, j'ai trouvé ça étrange comme situation parce que le ministère, parce qu'il y avait de la pression politique, bon, etc., et médiatique, personne ne croyait que les gens allaient adhérer, quoi, hein, que les conseils départementaux allaient adhérer. Donc, le directeur de cabinet de la ministre passait son temps au téléphone à dire à un collègue, président du conseil départemental, faut que tu fasses partie du dispositif, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai dit hier que quand ils se déclaraient, les présidents de conseils départementaux, c'était sur du déclaratif et non pas sur des politiques qu'ils menaient réellement. Hein. Je caricature souvent la situation en disant, dès qu'il y en avait un qui repeignait des murs de la classe, bon, il disait c'est de la mixité sociale. Bon. Et le ministère disait, ok, bon, banco, on prend. Donc on avait comme ça régulièrement dans la presse des cartes qui étaient publiées avec ce que le ministère appelait des départements pilotes. Alors au départ il y en avait 15, il y en avait 20, il y en avait 30 et on a atteint le chiffre culminant de 85 ou 86 départements. Je rappelle qu'il y a 101 départements en France et je me souviens aussi d'une réunion au Carré Suffren à côté de la Tour Eiffel où la ministre avait réuni tout un parterre de présidents de conseils départementaux ou de grandes agglomérations. Avec la presse en grande pompe, ça faisait une salle immense, et elle disait, regardez, on est en train de réussir. Bon, en fait, avec mon collègue Étienne, on faisait un travail plutôt qualitatif. Alors je précise que l'une des missions du conseil scientifique, mais tous les collègues n'ont pas joué le jeu, j'étais le seul avec Étienne, c'était d'aller sur les sites accompagner les départements. Et puis en allant sur les sites, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 10, 15 départements à tout casser. Voilà. Et qu'il y avait finalement assez peu de départements, on peut dire, qui ont déclenché une politique de mixité sociale en lien avec l'agenda national. C'est-à-dire qu'ils avaient fait des choses avant et ils avaient accepté que le nom du département figure dans les communiqués de presse, etc., etc. Bon, plusieurs années après, on s'en expliquait que la ministre en disant les 86, c'était quand même un peu fantaisiste. Bon.
Alors Toulouse, bon d'abord Toulouse se caractérise en particulier, mais ne se résume pas qu'à ça, par ce fameux quartier qui est le quartier du Mirail, typique grand ensemble des années 50, 60, etc. Là, on est dans l'urbanisme fonctionnel, comme on disait à l'époque, avec ce système que tu appelles comment en fait Ce sont des tripodes. Des tripodes, voilà. Et qui ont pour inconvénient, quand vous avez un collège qui est enfermé dans un tripode, ça crée un enclavement urbain, etc. Alors, Toulouse est un peu mystérieux dans sa pratique parce que en fait le président du conseil départemental, donc Georges Méric, s'était lancé dans une politique de mixité sociale avant l'agenda ministériel national. Voilà. Avant, il avait déjà dressé un constat, même fait voter une délibération en conseil départemental et en fait du ministère, donc avait pris un peu d'avance, mais ne voulait pas faire partie du grand raoult national autour de la mixité sociale, mais faisait les choses, je dirais, dans son coin. Dans son coin, enfin, façon de parler. Donc, le quartier du Mirail, rappelle-moi le nombre d'habitants. Je ne connais pas totalement. Ça doit faire 20 000 habitants. Voilà, c'est ça. Facile. Voilà, c'est une ville dans la ville. C'est une ville dans la ville. C'est une ville. Moi, je crois que c'était 7 000. Voilà, c'est le Grand Mirail. Ça dépend si on prend le Mirail. Alors le Mirail, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a des sous-quartiers en fait dans le Mirail, et ce quartier donc est composé contenait deux collèges, deux collèges. Alors là, pour vous le situer dans la carte, alors Toulouse est une grande ville, mais en France, on n'est pas dans les grandes métropoles. Là où vous voyez le petit rond vert, c'est le quartier du Mirail. Alors, donc, vous voyez, il y a des sous-quartiers, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fois le caractère, je dirais, ségrégué au niveau urbain, au niveau scolaire, n'en parlons pas. Mais néanmoins, on est dans une ville de taille moyenne à grande, un peu plus d'1 million d'habitants, voilà, mais avec quand même une proximité géographique. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un quartier qui est complètement à l'écart de la ville de Toulouse, puisque là, ce que vous voyez, c'est le réseau des transports. Moi, je trouve que c'est parlant, le réseau des transports, et donc je ne saurais pas vous dire depuis quelle année, puisque moi, je l'ai pas toujours connu, mais bon, depuis quelques années, il y a un tram qui relie le centre-ville Là, c'est un métro. Un métro, merci. Oui, c'est une ligne de métro, là, il y a deux métros. Un métro qui relie le quartier du Mirail au centre-ville. Donc, quand il y a des possibilités d'accessibilité, de mobilité, etc., vous avez vu tout à l'heure dans la diapo, il y avait l'idée de cartes scolaires sur des réseaux de transport, des choses comme ça. Dès qu'on voit qu'il y a des moyens de mobilité, on se dit, voilà, tout n'est pas perdu. Voilà, on peut tenter des choses. Est-ce que Choukri, alors, puisqu'on arrive sur Toulouse, et comme ça sera l'occasion de se présenter, je me rends compte finalement, j'interviens avec une double casquette. Donc, je suis représentant du syndicat, le SNES, qui a accompagné avec sa fédération, la FSU, la réforme. On en parlera tout à l'heure. Mais je vais commencer par autre chose. Je suis moi-même enseignant dans le lycée dont dépend ce quartier. Et ce lycée, il avait de la mixité sociale et scolaire grâce au fait qu'on prenait une partie de la population sur Toulouse, le Mirail, et une grande partie sur des communes autour, notamment, vous savez qu'on a Airbus à Toulouse, notamment la commune de Tournefeuille, où on a beaucoup de familles d'ingénieurs, voilà, et donc ça a mené une vraie mixité sociale et scolaire. Et je me rends compte que pour moi, tout a commencé malheureusement en 2001, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était AZF, l'explosion d'AZF à Toulouse. Bon, qui était quand même un événement tragique et qui a eu pour conséquence qu'il a fallu reconstruire un lycée qui avait été détruit par l'explosion, et il a été reconstruit dans la commune qui nous apportait la mixité sociale dans notre établissement. Et nous, on s'est battus pendant des années pour conserver cette mixité sociale. Et moi, j'aime bien le terme, c'est mixité scolaire et mixité sociale. J'insiste beaucoup là-dessus
Pourquoi? Parce que nous, ce dont on se rendait compte, c'est qu'il n'y a pas de phénomène magique. Il ne suffit pas de mettre un élève issu de CSP+, avec un élève issu de CSP-, et comme par infusion, voilà, ça marche tout seul et l'élève, tout d'un coup, non. Mais par contre, l'école, c'est quand même le creuset du vivre ensemble. C'est le creuset de la société de demain. C'est à l'école qu'on apprend à se connaître. C'est à l'école que les enfants se font des représentations des autres membres de la population. Et nous, ce qu'on voyait vraiment qui fonctionnait et ce qui faisait plaisir, c'est que dans ce lycée, la mixité jouait à plein. Et donc, comme il était question de la supprimer, nous, on s'était battus. Et quand est arrivée la question de la mixité sociale dans les collèges, ce qui nous a paru fondamental, c'est que nous, on recevait ces élèves et on voyait bien la difficulté, c'est que nous, on essayait de la sauver. Et à ce moment-là, c'était plutôt avec la région qui s'occupe des lycées et c'était compliqué. Et on s'était posé la question de savoir, mais comment faire pour les collèges? Or, quand on regarde, et Choukri l'expliquera tout à l'heure, nos 2 collèges dont on parlait tout à l'heure, ils étaient tellement enclavés qu'aucune des solutions, collège multisecteur, révision de la carte, etc., ne pouvait amener dans ces collèges même la mixité. C'est-à-dire que malheureusement, les collèges, ils ne pouvaient être qu'à l'image du quartier, il n'y avait aucune solution. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit et d'ailleurs ça sera très intéressant d'en parler tout à l'heure, c'est impossible de faire la mixité sociale dans les écoles du primaire de ce quartier. Parce que l'école, c'est une affaire de proximité. Les enfants, on ne les amène pas, on ne va pas traverser toute la ville. Les parents, voilà. Par contre, l'idée, c'était, ce n'est pas admissible que ça continue au collège. Il fallait que dès le collège, ça change. Il fallait que dès le collège, il y ait, j'allais dire, justement cette ouverture sur d'autres univers pour ces élèves-là, et dans l'autre sens aussi. Et c'est ça qui, moi, me semble important. Et c'est là, à ce moment-là, qu'en tant que syndicaliste, mais aussi impliqué sur le terrain, j'ai trouvé très important de défendre cette idée qu'en termes d'égalité des chances et d'égalité, alors le mot chance, mais d'égalité d'accès à l'école et à la même éducation, que ces élèves-là, qui sont dans des réseaux d'éducation prioritaires, donc qui étaient aidés, heureusement, pas abandonnés, mais aidés, mais puissent quand même bénéficier justement du même service public que les autres. Bien, on va revenir sur ce que tu as évoqué parce que c'est essentiel. Ouais. Là, j'expliquais un peu la démarche sans trop rentrer dans la technique, mais c'est essentiel. Qu'a fait le conseil départemental? C'était d'abord de faire un diagnostic. Alors, le diagnostic, c'est ça en fait. C'est des stats. Alors, le conseil départemental a été accompagné par le Conseil national de l'évaluation du système scolaire pour faire ces stats. Par ailleurs, je précise aussi, ça peut paraître un détail, mais c'est très important, que le Conseil départemental dispose d'un service sectorisation composé de 6 personnes, dont certains sont docteurs en géographie, etc. Donc vraiment, c'est assez exceptionnel en fait en France. Donc vous voyez, on a comme ça tout un tas de données, à la fois sur la Haute-Garonne, sur Toulouse, des données publiques-privées, sur la composition sociale, avec des indicateurs, etc. Alors, ce qu'on voit sur cette diapo, alors c'était quoi la procédure? C'était, il y a, si je ne me trompe pas, je vois 72 collèges dans le département. Et en fait, le département, ça fait partie des solutions, si vous voulez, etc. C'est dit, on a à la fois une hausse démographique, parce que Toulouse et la Haute-Garonne, donc, qui est le département où se situe Toulouse, est très attractif au niveau de l'habitat. Aussi, on a des établissements délaissés, enfin on a une démographie scolaire qui n'est pas très équilibrée, et on va faire, et c'était très important, une resectorisation d'ensemble à l'échelle départementale. Donc ça présente quand même un nombre considérable d'établissements. Et on va dans le même temps, essayer de résoudre les problèmes de mixité sociale dans les 2 collèges du Mirail, que sont Raymond Badiou et
Bellefontaine. Et Bellefontaine. Petit détail, non, parce que là, ce que tu présentes, il y a bien 72 collèges en dehors de la ville de Toulouse et 24 dans la ville de Toulouse. Voilà. Ce qui fait qu'il y en a une centaine. Et en effet, au départ, parce que sinon on pourrait se dire que c'était extrêmement ambitieux, au départ, ça a été l'idée que c'était possible de le faire sur les 24 de la ville de Toulouse, les autres collèges étant plutôt mixtes, ils étaient dans la moyenne. Les écarts les plus importants, c'était dans la ville de Toulouse. C'est le tableau que vous avez vu tout à l'heure. Si d'ailleurs, tu peux peut-être le remettre, parce qu'il est... Voilà. Donc en rouge, c'est les établissements privés. En rouge, vous voyez bien qu'on est taux de CSP défavorisé en dessous de 10%, c'est que des collèges privés. Voilà. Les deux collèges du Mirail, taux de CSP défavorisé supérieur à 80%. 80%. Voilà, les deux collèges cumulaient le fait que voilà, c'était impossible de leur faire de la mixité, mais en plus, eux, ils avaient 80% de CSP défavorisés. Voilà. Et là, on voit bien l'inégalité des enfants devant l'école. C'était clair. Voilà. Et donc, c'est sur la ville de Toulouse qu'il a été décidé de dire on va agir, parce que là, on peut travailler. Alors, En 15 minutes, il faut que vous essayiez. En 15 minutes. Alors, en 15 minutes, donc, le projet ambitieux, diagnostic partagé, un budget de 53 millions d'euros de restructuration, construction, fermeture, etc. Mais l'idée, vous avez compris, c'était de ne pas pointer ces deux collèges en particulier, mais de les entre guillemets, noyer dans une politique un peu d'ensemble. Là où il y a originalité dans le département de la Haute-Garonne, c'est à la fois d'avoir essayé de travailler de façon collégiale, c'est-à-dire 3 comités de suivi ont été créés, enfin 2, un troisième un peu plus officieux, un interne à l'éducation nationale, un autre qui était mixte éducation nationale, conseil départemental, et le département a essayé de faire adhérer en fait les gens à cette politique avec un vote au CDEN, Conseil départemental de l'éducation nationale, et surtout ce qui était exceptionnel, c'était un dialogue citoyen, 4 mois de réunions, 70 rencontres, 1500 participants. Donc ça a duré un an et demi environ. C'est vraiment pas commun pour les histoires scolaires, mais sans flécher particulièrement le Mirail, en disant voilà, on va restructurer un petit peu l'ensemble, qu'en pensez-vous? Alors, ce qui était assez remarquable, j'ai trouvé dans la problématique toulousaine, c'est que le conseil départemental, en fait, avait un scénario, mais qui était amendable. Qui était amendable par ces réunions publiques. Bon. Et ce scénario, que je vais vous expliquer, auquel ni Étienne ni moi ne croyions, donc c'était ce qu'on leur a dit la première fois, ça ne marchera pas votre truc. En fait, ce qu'ils voulaient, c'était appareiller un collège très pauvre et un collège très riche, plus ou moins laisser le choix aux familles sans algorithme de choisir l'établissement de leur choix et d'envisager des coopérations entre les collèges. Bon, c'est ce que le ministère appelait la politique mythique, en utilisant le site du site de rencontre. Voilà. Bon. Et nous, quand on est arrivé, bon, il le disait avec moquerie aussi. Et quand on arrivait avec mon collègue Étienne Buxbach, donc du CNESCO à Toulouse, on a vu les responsables et puis on leur a dit mais c'est quoi votre truc là, ça marchera pas. Enfin, qui va choisir délibérément de mettre son enfant dans l'établissement le plus défavorisé? Bon, ils ont dit nous on n'est pas bloqués. On soumet ce projet, mais on laisse aussi à la conférence citoyenne la possibilité de faire émerger d'autres problématiques. Donc, les consultations étaient très importantes. Alors, je pourrais passer beaucoup de temps, mais je sais que je n'ai pas le temps, même si je te regarde gentiment. Mais les associations ont été amenées à collaborer au projet. Mais également, ça c'est des questions un peu plus techniques, on parle du département, mais dans le département, il y a la ville, et il y a la métropole. Et si je ne me trompe pas, la ville n'était pas la même couleur politique que la métropole. Donc il fallait que le département. Donc il fallait aussi être diplomate avec la ville,
avec la métropole. Donc tout ça, ça crée, comme dirait mon cher Christian Marois, des régulations multiniveaux, intermédiaires, etc., etc. Enfin, j'avoue que moi, j'y croyais pas au départ. Je me suis dit, c'est trop compliqué, ils n'y arriveront pas. Et là, il fallait aussi... là, je fais cette incise. Il fallait aussi que l'éducation nationale suive, ce qui n'a pas toujours été simple, mais on y reviendra dans les questions. Mais il fallait aussi que cette politique ne se fasse pas contre les enseignants. C'est-à-dire que ça ne leur soit pas présenté comme voilà ce qu'on a décidé, voilà ce que vous allez faire, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Parce que vous connaissez mieux que moi les enseignants. Si vous voulez les braquer, vous leur dites ça. Voilà. Et là, le conseil départemental s'est dit non, on doit avoir les enseignants avec nous, et surtout, on doit les avoir au début, c'est-à-dire dans la... J'avais employé un mot qui n'est pas très joli. Dans la décision définitive, il faut qu'ils y aient participé au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'ils se soient appropriés une décision et non pas qu'on leur ait imposé une décision. Donc là, c'est là que je te laisse la parole, parce que c'est le moment où ça ne s'est jamais fait, même en France, que Christophe vienne avec moi. Comment se sont passées les négociations entre le département, les syndicats, etc., pour faire adhérer les enseignants. Le constat, alors je refais le constat, c'est que, bon, déjà, nous avions 5 collèges sur la ville de Toulouse qui relevaient de l'éducation prioritaire, ce que vous appelez les ZEP, que nous appelons nous maintenant les REP, réseau d'éducation prioritaire. Et sur ces 5, le constat, c'est que les 2 du quartier du Mirail, je vous l'ai dit tout à l'heure, impossible de faire de la mixité, c'est-à-dire de faire venir des gens de l'extérieur du quartier qui accepteraient de mettre leur enfant dans ce collège. Là, il faudrait être militant, etc. Ça ne marcherait pas. Donc, le constat, au bout d'un moment, c'est que pour les 3 autres, on peut essayer de revoir la carte, de trouver des moyens, il y a la hausse démographique, on va y arriver. Ces 2-là, c'est pas possible. Donc, l'idée, il faut fermer ces 2 collèges et les réouvrir ailleurs. J'aime autant vous dire que fermer 2 collèges d'éducation prioritaire, c'est pas simple. Et côté enseignant, c'était très mal vu. C'était, c'est encore une manière de récupérer des moyens, de faire des économies, et encore une fois, sur le dos des pauvres. Deuxième problème, peut-être plus fondamental, dans des quartiers populaires, souvent, l'école, c'est le seul service public qui reste. C'est le seul endroit où les gens se rencontrent. C'est le seul endroit où, j'allais dire, chez nous, l'État vraiment est présent. Fermer des collèges, c'est un drame. Ça pose un vrai problème, parce que c'est quand même un lieu de sociabilité, etc. Donc, on avait ce double problème. Ils sont en train d'essayer de nous arnaquer. Comme ça, ils vont faire des économies de moyens. En gros, les élèves qui posent des problèmes, éducation, on donne plus à ceux qui ont moins. Comme ça, comme on les met avec les autres, on n'a pas besoin de leur donner plus. Et surtout, deuxièmement, la fermeture. Là-dessus, c'est sûr que ça fait un clivage, y compris dans ma fédération, y compris chez certains syndicats qui ont dit non, et qui ont d'ailleurs soutenu avec une partie de la population, ont dit pas question, on s'oppose à ce projet, qui est un projet, alors avec certains allant jusqu'à dire pourquoi ça serait... parce que le temps de la fermeture et de la reconstruction des 2 collèges, ce qui était prévu, c'est que tous les élèves du secteur... J'expliquerai ça. Après, allaient partir dans... tu l'expliqueras tout à l'heure, allaient partir au moins temporairement ailleurs. Déjà, certains craignaient que jamais les 2 nouveaux collèges soient reconstruits, en se disant, comme ça, ils ferment 2 collèges, ça fait moins de personnel d'entretien, etc. Parce qu'au passage, cette parole a été souvent remise en cause, et nous, on a insisté sur le fait, engagement public, il faudrait qu'il soit tenu. Là où on s'est mis, nous, à soutenir, c'est que, j'allais dire, on peut partir de cette chose-là. Et c'est important, je vous donne la réponse qu'on a faite. Nous, on s'est posé la question. Nous, on est pour les services publics dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de problème. Tous les services publics, la poste, tous les services publics, il faut, très bien. Mais est-ce que ce sont à des enfants de 12 ans de payer le prix pour qu'il y ait un service public, que eux, ils portent tout le poids de l'inégalité et du déterminisme social qui fait que eux, leurs chances de promotion par l'école, elles sont divisées par 4 ou par je ne sais pas combien par rapport aux autres. Nous, on a dit non, c'est pas à des gamins de 12 ans de faire ça. C'est trop jeune, c'est pas leur sort, eux, ils ont l'avenir devant eux. Et on s'est dit non, ces gamins-là, ils ont le même droit à l'école que les autres. Et donc, ça vaut le coup de tenter. Et donc, ça a été un pari. Et après le soutien qu'on a apporté, nous, en tant que fédération syndicale, qui était un soutien exigeant, critique, c'était pas un soutien BA, la mixité, solution, non, c'était de dire très clairement, chiche, jouons-le, testons, évaluons,
pourquoi pas, si ça marche, si on voit que ça change, si on voit que ça apporte à ces élèves, en effet, la possibilité d'ouvrir d'autres horizons, de se projeter. Moi, dans mon lycée, et je finis juste là-dessus, je voyais que les élèves qui venaient de ces collèges, en seconde, alors que c'était, entre guillemets, les meilleurs élèves, hein, qui venaient en seconde générale, beaucoup allant vers la voie professionnelle, plutôt par défaut, pas forcément par choix, ces élèves-là, la marche du lycée, elle était trop haute. Et ils avaient beaucoup de mal au lycée, alors qu'on les avait aidés. Et ce que faisaient sur place mes collègues en éducation prioritaire, c'était un vrai travail. Mais ça ne suffisait pas. Et donc l'idée, pour qu'eux, ils aient les mêmes chances de réussir au lycée, eh bien, il fallait peut-être tenter cette aventure, c'était de dire, il faut qu'ils aient droit eux aussi à des collèges où on se rapproche de 50-50 entre les CSP et non pas 80-20. Dernière chose que je tiens à dire, parce que c'est important, parce que je pense qu'on est au cœur là, du sujet, c'était des collèges qui étaient fuis, y compris par les familles du quartier. C'était des collèges qui, le taux de respect de la carte scolaire de ces deux collèges était de 50%. 50% des familles qui devaient aller dans ce collège trouvaient une solution pour fuir ce collège, qui concentrait toutes les problématiques. Et donc là aussi, il y a une question de demande sociale. Quand c'est les familles elles-mêmes qui envoient le signal, moi je vais tout faire pour que mon enfant n'aille pas dans ce collège, non pas parce que les profs sont pas bien, mais parce que ils concentrent tous les problèmes sociaux, économiques, culturels, etc. Eh bien, on s'était dit que ça valait le coup. Et là où je pense que une des victoires les plus importantes qui a montré que ça a marché, c'est que du jour où ces élèves ont été affectés dans d'autres collèges, le taux de respect, il est remonté à 80-90%, parce que là, les familles se sont dit, on offre à mon gamin le même droit que les autres. Bon, certes, il va prendre le métro ou il va devoir prendre un bus dédié pour aller au collège. Il ira pas en vélo ou en bas de chez lui, mais il ira dans un collège qui lui donne les mêmes chances que les autres. Et ça, je pense que c'est un élément important. Il y a une chose essentielle, c'est que les enseignants ont l'impression qu'ils sont démunis par rapport à la mixité sociale. C'est pas faux. C'est-à-dire que dans leur coin, ils ont quand même assez peu de moyens d'agir. Mais en revanche, quand un programme se met en place, qui associe tous les partenaires que je vous ai évoqués tout à l'heure, y compris, j'en ai pas parlé, les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, etc., il est impossible de faire sans les enseignants. Voilà. C'est-à-dire, j'aime bien ton expression, peut-être que dans certains cas, ils ne peuvent pas, mais dans les cas où c'est possible, où ils se mettent à bloquer le système, là, ça peut se retourner totalement contre eux, et surtout, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si c'est déclencher une guerre des tranchées entre les inspecteurs et les syndicats, etc., c'est pas possible. Donc là, on a eu la chance à Toulouse. Christophe y a contribué parce qu'il sait être persuasif avec ses collègues, mais ça a quand même soulagé tout le monde de savoir que les syndicats suivaient. Parce que en France, les décisions ministérielles souvent absurdes obtiennent rarement l'adhésion des syndicats, et du coup, on passe plus de temps à régler les conflits qu'à monter les politiques publiques. Donc là, c'était quand même un poids qui était considérable, qui tombait. Et surtout, tu l'as pas dit, mais je dis à ta place, c'est que comme ont été montés des comités de suivi pour aboutir à un an et demi plus tard à une décision, les syndicats ont été associés de plein droit à ces comités, au même titre que les associations de parents d'élèves, etc., etc. Ce qui a été extrêmement intéressant, puisque maintenant, on se retrouve dans une situation, moi je la trouve pas parisie, mais je la trouve cocasse. On se retrouve dans une situation où partout en France, on me dit ils voudront pas, les syndicats, ils voudront pas, parce qu'on met tout sur le dos des syndicats. Et maintenant, les premiers promoteurs de cette politique de Toulouse, ce sont les syndicats enseignants, voilà, qui interviennent dans des rencontres qu'on organise nationales et qui expliquent à leurs collègues ce qu'ils ont vécu. Donc, ça veut dire que le fait ce que les enseignants, il ne s'agit pas de dire simplement la rhétorique un peu bête, ils sont rétifs au changement, etc. Ils ne veulent pas changer n'importe comment, par n'importe quel procédé. Et puis, par ailleurs, ils veulent aussi être considérés comme des professionnels qui sont experts de leur pratique. Donc, cette association... Alors, sur ce point-là, tu as tout à fait raison. En deux mots très rapides,
quelques minutes. Oui, oui, très très rapide. Sur ce point-là, quel rôle on a joué? Donc, je vous ai dit l'acceptation du principe. Bon, le principe, on était tous d'accord, la mixité sociale. Qui peut être contre la mixité sociale? Alors, malheureusement, il y a des gens qui peuvent quand même militer, mais bon, dans l'éducation, chez les enseignants, qui peut être contre? Par contre, nous, on a dit, très bien, vous faites ça. Premier principe. C'est important de signaler ça. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que aucun enfant du quartier du Mirail, on puisse se dire que si jamais on avait gardé les 2 collèges tels qu'ils étaient, il aurait eu plus de chances que si jamais, comme on va décider, on le ferme. C'est-à-dire qu'il doit y avoir personne laissé sur le bord de la route. Pas un seul élève, on puisse dire, ah ben lui, si jamais on avait gardé les 2 collèges, il s'en serait mieux sorti. Ça, c'était le premier principe. Le deuxième, on a dit à l'éducation nationale, et c'est notre interlocuteur, il faut mettre des moyens sur la table. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir cette politique-là, et ça, c'est peut-être là le cœur du sujet pour vous, votre problématique en Belgique, c'est qu'on ne peut pas faire cette politique-là à moyens constants. C'est-à-dire que, pour expliquer, peut-être aller directement à l'essentiel, une des conditions pour que donc ces élèves-là ont été sectorisés sur des nouveaux collèges. Une des conditions pour que ce soit accepté, ça a été de dire que dans ces nouveaux collèges, c'était à l'avantage des élèves du secteur de ces collèges et des élèves du quartier du Mirail qui y venaient. Les classes de 6e avaient des effectifs limités à 25 élèves, alors que c'est 30 élèves par classe en collège, ce qui est beaucoup trop d'ailleurs, mais bon, parenthèse fermée, je suis syndicaliste, c'est 30 élèves par classe en collège partout en France. Là, on a dit que c'était 25. On a dit qu'il y aurait des maîtres mixité sociale. On a dit qu'il y aurait, et ça c'est le département qui l'a apporté, des bus dédiés, des personnels pour encadrer, des activités pour faire que les élèves sur les pauses, etc., fassent vraiment des choses ensemble, parce qu'on ne voulait pas que ces élèves-là se retrouvent isolés, petite minorité dans un collège, et à tout le monde qui les regarde avec des gros yeux, mais d'où ils sortent cela? Et donc, une fois qu'on a tout mis en place, on a demandé des formations pour nos collègues qui n'avaient pas habitué à gérer l'hétérogénéité. On a quand même fait quelque chose on n'a pas choisi le plus facile. On a mis les élèves des collèges les plus en difficulté avec les élèves des collèges les plus demandés, les plus élitistes. Enfin, mais j'allais dire, ils sont élitistes par nature. Les élèves sont eux-mêmes demandeurs, viennent de milieux sociaux où il y a un accompagnement familial à l'éducation, etc. Eh bien, ça a marché. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que nous, notre rôle de syndicat, c'était de dire, on ne vous lâchera pas pendant tout le temps de l'expérimentation, on sera derrière pour demander qu'il y ait des moyens et que vraiment, en gros, ce soit pas, c'était ce qu'on craignait au départ, quelque chose à la mode, on fait ça, et puis une fois qu'on a lancé le processus, on abandonne et on passe à autre chose, parce que nous, les politiques, ce qui compte, c'est qu'on fasse la une du journal tous les ans avec quelque chose de nouveau. Non, le dossier mixité, si vous vous y engagez, on veut bien vous suivre, mais par contre, nous, on veut des résultats, au sens de résultats, c'est-à-dire que ça marche vraiment bien, on veut que personne ne soit abandonné, et donc on a imposé des comités de suivi, des réunions supplémentaires, etc., exigé de discuter, des bilatérales, etc. On a joué un rôle, même à un moment, alors c'est des problématiques très françaises, mais à un moment, le rectorat, lui, il ne voulait pas trop s'engager, il y a même eu une crise, et bien, le département était prêt c'était la veille d'un 14 juillet, fête nationale, il était prêt à ce jour-là à attaquer directement politiquement le rectorat. On a joué le rôle de faire en sorte que tous on aille dans le même sens. Et c'est ce qui fait que même, et d'ailleurs ils nous en sont reconnaissants, même ceux qui, et sur la base, d'analyse, fermer un collège, ça nous fait peur, etc., nous sont quand même reconnaissants d'avoir joué ce rôle et de ne pas avoir fait quelque chose, de le prendre à la légère. Comme si, suffisait, c'est quelque chose de nouveau, c'est bien. Non, c'est quelque chose, la politique de mixité sociale, c'est un engagement constant. Pour que ça marche, les conditions, c'est très important. Et par contre, une fois que ça marche, c'est là que c'est bien, c'est que quand vous avez, les familles sont convaincues des deux côtés, du quartier du Mirail, maintenant, elles sont plutôt favorables, et les collèges où ils ont été nouvellement sectorisés, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Là, vous vous rendez compte que finalement, je le dis clairement, à notre modeste niveau, on a contribué à changer un peu la société. C'est quand même pas rien, parce que changer, tellement les choses étaient habituelles, chacun dans son quartier, chacun avec ses problèmes, les problèmes de riches pour les riches, les problèmes de pauvres pour les pauvres, là, tout d'un coup, non, on fait que par l'école, il y a des choses qui changent. Alors, laisse-moi juste 2 minutes pour... s'il te plaît.
Je vous montre quand même des éléments un petit peu plus imagés. Donc là, c'est l'un des collèges du Mirail, donc le collège Badiou. Donc encore cette photo, ça va encore, mais celle-là, ça va un peu moins. Donc vous voyez le cadre. Et c'est vrai que quand on arrivait là le premier jour avec Étienne, on s'est dit, bah oui, quelle autre solution que la fermeture. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'en France, quand je présente ça, bon, il y a souvent des gens qui ont des bonnes intentions, qui disent mais quel scandale de fermer un service public, etc. Et je dis que le premier qui veut mettre son enfant dans ces collèges, lève la main s'il vous plaît. Personne ne lève la main. Je dis bon, le problème est réglé, alors pourquoi eux devraient le faire, hein? C'est pas des sous-citoyens. Donc, alors je précise aussi des choses un peu glauques, c'est que là vous avez la cour d'entrée, vous avez à côté des dealers, et quand vous marchez devant le collège, vous marchez sur des seringues. Enfin, on parlait d'école digne hier, voilà. On en revient à ce que c'est qu'une école pas digne. Vous comprenez ce que j'ai voulu dire? Voilà, ça c'est une école pas digne. Je n'ai pas besoin d'indicateur statistique. Le collège Bellefontaine, qui est dans une configuration un petit peu équivalente, un peu moins catastrophique, mais un petit peu équivalente. Toujours le collège Raymond Badiou. Puis moi, j'aime bien montrer ça, parce que je montre des fois des collègues étrangers. On se dit, quand on a un sentiment de justice sociale pour les enfants, il y a des enfants qui vivent là, mais la ville de Toulouse, c'est quand même ça, quoi. C'est quand même beau, quoi. Hein, c'est vraiment une très belle ville. Enfin, c'est quand même un petit peu injuste, etc. Alors là, c'est la première phase. Je ne rentre pas dans les détails, mais pour fermer les collèges, c'était des fermetures progressives, je précise, pas de fermeture du jour au lendemain. C'était ne plus faire rentrer de nouvelles cohortes dans les établissements. Les cohortes des collèges, des écoles concernées, étaient affectés dans la première phase dans 5 collèges de toute l'agglomération toulousaine, dont certains sont éloignés. Alors c'est ça qui a beaucoup retenu l'attention de la presse, comment on a pu déplacer ces enfants du Mirail pour faire jusqu'à une demi-heure de trajet pour aller dans un autre collège. Alors le choix de ces collèges a été très bien soigné, des collèges pas ségrégés, sinon ce serait un comble, des collèges où les chefs d'établissement sont partie prenante, et surtout une répartition équilibrée des cohortes, de façon, je crois que ça a été limité au départ à 17 élèves par collège, et pas plus de 1 ou 2 par classe. Vous voyez, donc comme ça on est rentré dans le grain fin, avec toute une logique de transport, de logistique, mais que je ne rentrerai pas dans les détails pour ne pas abuser de mon temps de parole. Donc là, je montre simplement les secteurs. Donc comment la resectorisation s'est faite. Donc vous voyez, c'est un travail d'ampleur, mais ça a quand même contribué, excusez-moi de l'image d'Épinal, mais à ce que des enfants qui étaient là, pour certains d'entre eux, se retrouvent là, c'est-à-dire au collège Fermat de centre-ville, vous voyez, qui est absolument magnifique. Collège d'ailleurs le plus huppé de la ville de Toulouse, mais où la chef d'établissement était la plus militante de cette politique de mixité, ainsi que les chefs d'établissement. Alors imaginez-vous le choc culturel. Tu as parlé de changer la société. Hein. Le choc culturel, quand on est habitué, hélas, à la ségrégation, au désœuvrement urbain, etc., pour la presse nationale, ces gamins du Mirail, pour ne pas dire c'est le racaille, hein, du Mirail quasiment, se retrouvent là, dans des palais républicains. Comment c'est possible? Ça va friter, ils vont pas s'entendre. Bon, je pourrais rentrer dans les détails, il ne s'est rien passé de grave, enfin absolument rien. Bon, vous voyez, l'établissement est quand même extrêmement important. Et ça, puis donc, fermeture des 2 collèges, puis reconstruction de 2 nouveaux collèges, donc Saint-Simon et, rappelle-moi le nom du second. Guillermy. Voilà, Guillermy. Et l'idée, donc là j'en finis, voilà, c'était de reconstruire ces collèges, mais plus à l'intérieur du quartier, mais en périphérie du quartier, plus en quartier politique de la ville, mais plutôt en quartier de droit commun, en profitant d'une chose, qui est que comme il y a une démographie, une pression démographique à Toulouse, eh bien, il y a des quartiers résidentiels qui se construisent aux alentours du quartier. Ce qui veut dire que les collèges, le foncier a été choisi par rapport à ces nouveaux quartiers qui amènent des classes moyennes, voire sup. Et donc, avec 2 collèges répartis à la lisière du quartier, on peut intégrer
il m'a dit tout à l'heure le chiffre, enfin hier, le chiffre, 20% des collégiens du Mirail dans un collège, 20% dans un autre, et le reste, ce sont les nouveaux habitants des quartiers alentours. Et pour le moment, la mixité sociale dans ces nouveaux collèges existe. Quant aux élèves des cohortes précédentes, ils ont retrouvé les lycées de secteur des collèges précédents, c'est-à-dire qu'ils sont entrés dans des lycées prestigieux. J'ai les données là sur les résultats scolaires des cohortes, mais comme j'ai pas le temps, je vous en parlerai pas, peut-être dans les questions. Donc voilà, on en a fini. Excusez-nous d'avoir été un peu long.